Amilcar Cabral est une figure centrale, si ce n'est le visage même de la lutte pour l'indépendance du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau contre la domination coloniale portugaise. Il a été influencé par les idées de Marcus Garvey, le fondateur de l'Universal Negro Improvement Association, qui prônait l'émancipation, l'autodétermination et la solidarité entre les peuples noirs à travers le monde. Il a également été marqué par les idées de Frantz Fanon et notamment par ses écrits sur les conséquences psychologiques de la colonisation sur les consciences noires et africaines. Ainsi, il est particulièrement porté par des idées reposant sur la nécessité pour les peuples colonisés de se libérer de l'emprise psychologique de leurs oppresseurs coloniaux. Amilcar Cabral, qualifié de précurseur par certains, porte déjà dans ses idéaux la volonté effective d'établir les prémices d'une Afrique unie. En effet, pour Cabral, la libération nationale pour l'indépendance ne peut être dissociée de la lutte pour la libération du continent africain dans son ensemble. Dès lors, il considère l'union comme étant la base fondatrice de tout projet d'émancipation pérenne et effective. Par ailleurs, pour Amilcar Cabral, outre le projet de décolonisation politique et d'indépendance nationale, le projet d'émancipation africain doit également passer par une émancipation des esprits et donc par un élargissement de l'accès et de la contribution à la culture des populations locales. Il considère que, sans cela, les problèmes sociaux et économiques de ces nouveaux États ne peuvent être résolus. À travers la citation qui ouvre cet article, nous percevrons l'importance qu'il accorde à l'histoire et plus particulièrement à sa maîtrise. Ainsi, il démontre que la culture, l'histoire et l'éducation revêtent un intérêt crucial pour acquérir l'émancipation des peuples et dans ce cas-ci à l'égard des colons. Selon Cabral, ces derniers ont pendant des siècles maîtrisé l'histoire de ces peuples en l'interprétant, en l'écrivant, en les en excluant et surtout en les dépossédant de tout rôle dans celle-ci. Cabral est issu de l'élite capverdienne et bissau-guinéenne. Néanmoins, son exemple illustre comme l'élite qui a été partie prenante, notamment dans ses débuts, du mouvement panafricain sur le continent et dans la diaspora a réussi à utiliser les outils mis à disposition par les colons contre ces derniers si dès les premières années du panafricanisme. Certains panafricanistes ont été critiqués pour leur vision élitiste, ne bouleversant pas l'ordre colonial établi afin de maintenir leurs intérêts. Amilcar Cabral, quant à lui, impose une vision centrée sur les classes populaires, qui encourage les élites à se défaire de leurs avantages matériels. Ainsi, sa vision du panafricanisme peut être qualifiée de révolutionnaire car il se veut proche du marxisme-léninisme. Et il repose son action sur une volonté d'assurer les intérêts des classes populaires et non plus ceux des élites comme cela a pu être le cas des premiers mouvements panafricains. C'est également un panafricanisme qui aspire à une rupture nette avec le système colonial et qui n'espère plus quelconque réforme qui viserait à améliorer les conditions des populations colonisées. Par ailleurs, le projet panafricain d'Amilcar Cabral porte en lui la volonté d'unir les combats d'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau et à terme celui de lier ces deux États. La vision panafricaniste d'Amilcar Cabral est véritablement continentale puisqu'elle dépasse la vie. Amilcar Cabral est né en 1924 à Bafata, en Guinée-Bissau, d'un père instituteur capverdien nommé Juvenal Lopes Cabral, envoyé en Guinée-Bissau par le régime portugais pour y enseigner. Sa mère, Iva Pinel Evora, était bissau-guinéenne, d'ascendance capverdienne. À partir de 1932,
Amilcar retourne vivre au Cap-Vert avec ses parents. Issu d'une famille d'assimilados, assimilés en français, Amilcar Cabral et sa famille faisaient partie de ce que l'on peut appeler l'élite capverdienne de l'époque. À l'instar des évolués dans les colonies africaines françaises, ces assimilados avaient des privilèges tels que l'accès à la propriété ou encore la possibilité de travailler pour les administrations publiques des colonies. Toutefois, ces assimilados étaient bien moins nombreux dans les colonies portugaises que ne l'étaient les évolués au sein des colonies françaises. Bazana Kadima Simanga, ancien professeur à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, qui s'est notamment intéressé à la situation coloniale du Congo belge, définit l'évolué ainsi: le vrai évolué jouit du statut d'évolué, et statut d'autant plus revendiqué qu'il confère certains droits ou privilèges et par là permet d'occuper une place à part dans la hiérarchie sociale établie par le colonisateur blanc. Les assimilados étaient considérés comme étant particulièrement proches du pouvoir colonial et servant de relais pour le pouvoir colonial. Amilcar Cabral y entame des études d'agronomie. Derrière ce choix, il y a une volonté d'œuvrer de manière active pour le développement de ces deux pays d'origine. Étudier l'agronomie lui permettait d'acquérir des connaissances et des compétences pratiques en termes d'agriculture. Dans le contexte capverdien des années 1940, dans lequel Cabral a grandi, on comprend que cette orientation vers l'agronomie répond à une volonté d'endiguer le fléau des famines successives. Par exemple, la famine de 1946-1948 aurait tué environ 20% de la population capverdienne. Conscient de la négligence des colonisateurs à l'égard des conditions de vie des populations colonisées, étudier l'agronomie lui permet également d'acquérir une connaissance précise des géographies de la Guinée-Bissau et des Cap-Vert. L'intérêt est de comprendre comment lutter contre les problèmes agricoles liés à l'assèchement des sols, mais également comment améliorer les conditions de vie et les réalités concrètes des populations de ces deux territoires et surtout des classes populaires qui vivaient majoritairement de l'agriculture dans les campagnes. D'après Roland Collet, envoyé Cabral au Portugal ainsi que plusieurs autres jeunes assimilados, était une stratégie du pouvoir colonial pour conserver une certaine emprise sur eux. En leur offrant de telles opportunités, les colons portugais espéraient en contrepartie une forme de reconnaissance et de loyauté venant de ces colonisés. Pourtant, son séjour au Portugal, dans le centre de Lisbonne, permet à Amilcar Cabral de rencontrer d'autres jeunes africains avec qui il prend conscience des mouvements de décolonisation et d'émancipation qui s'enrichissent peu à peu dans les sociétés coloniales africaines non lusophones. À Lisbonne, Angolais, Capverdiens, Mozambicains et Bissau-Guinéens, tous assimilados, se retrouvent ensemble et forment petit à petit un réseau d'engagement indépendantiste. Au sein de ce groupe, Amilcar Cabral et Mario de Andrade, un leader nationaliste angolais, se dégagent particulièrement en tant que figure centrale. Ensemble, ils créent en 1951 le Centro de Estudos Africanos, Centre d'études africaines, aussi appelé Casa dos Estudantes do Imperio, Maison des étudiants de l'Empire. Il s'agit de la première organisation anticolonialiste du monde lusophone africain. Cette organisation clandestine suit comme buts principaux la promotion et la diffusion des cultures et des arts africains. À travers le CIA, un premier lien est établi avec les courants panafricains francophones et notamment avec le mouvement de la négritude qui émergeait parallèlement à Paris. C'est notamment grâce à cette interconnexion qu'en 1953, 5 membres des CI contribuent au numéro spécial de la revue Présence africaine intitulé Les étudiants noirs parlent.